Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Wow. 22, 23. Bonsoir. Allez, on va d'abord attendre quelques minutes. Il est 18h pile. Après, on ne va pas commencer trop tard parce qu'on a beaucoup de choses à traiter ce soir. Alors, vous êtes très nombreuses. Enfin, nombreuses. On part du principe que vous êtes très majoritairement des femmes. On va voir si on nous dit le contraire. Vous êtes donc 330 à vous êtes inscrites aujourd'hui. On est hyper contente. Ça veut dire que, enfin, à la fois, oui et non, c'est que c'est un sujet qui est porteur et qui vous sensibilise. Donc, c'est une bonne chose. Et à la fois, ça veut dire que vous êtes nombreuses à peut-être le subir ou l'observer, donc ce qui est une moins bonne chose. Peut-être que vous pouvez, en attendant effectivement disons, les 5 minutes de politesse, nous dire d'où vous nous regardez. C'est intéressant à chaque fois d'avoir une visibilité un peu de la France. Ah, je voyais doucement. 6 membres. 61. Donc du coup, oui, comme je vous disais, donc vous êtes très nombreuses à vous être inscrites ce soir. L'idée, c'est quand même que ça reste le plus interactif possible. Bonsoir, Madame Petit. Bonsoir. Aucun Ah non, souci. il y a pas de problème. On n'a pas encore commencé. On attend les participants. On a Madame Rossignol qui aura aussi un peu de retard, qui va nous rejoindre vers 18h15. Tout à fait. Du coup, je vais profiter pour commencer peut-être de mon côté à présenter un petit peu qui nous sommes pour celles qui ne nous connaissent pas. Comme ça, on avance à ce niveau-là. Ça te va, Clémence? Peut-être juste vous rappeler que n'hésitez pas à écrire dans le chat si vous avez Oui. des questions. Je crois qu'il y a même, il y a même un onglet questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les écrire. On les posera en live dès que possible. Et éventuellement, on aimerait bien vous donner la parole en direct. Donc, n'hésitez pas à lever la main si vous voulez prendre la parole. Alors, évidemment, comme vous n'êtes pour l'instant pas 330, mais que c'est l'idée, soyez le plus concise possible si vous prenez la parole pour qu'on puisse donner la parole à toutes. Voilà, Morgane, je t'en prie. Merci Clémence. Effectivement, déjà peut-être se présenter nous. Je suis Morgane Fournier de Élu Local et on va animer ce webinaire ce soir avec mes collègues Clémence et Mathilde. Je vous laisse vous présenter également. Bonsoir, du coup, moi c'est Clémence et donc je suis responsable de l'animation des réseaux locaux, dont certaines de nos ambassadrices sont avec nous en direct. Bienvenue à toutes. Bonsoir, je suis Mathilde, chargée de communication chez Élu Local. Donc voilà, je vais aider Morgane et Clémence pour la modération de ce webinaire. Voilà, et avant de vous présenter nos intervenantes, donc comme nous vous l'avions dit, Madame Valérie Petit et Madame Laurence Rossignol, je vais vous faire une rapide présentation d'élus locaux pour vous expliquer pourquoi nous organisons ce webinaire aujourd'hui. Alors bien sûr, beaucoup d'entre vous nous connaissent déjà, mais pour celles qui ne nous connaissent pas, c'est toujours intéressant de revenir dessus. Nous, aujourd'hui, le webinaire, c'est vraiment sur sexisme en politique. Concrètement, quelles actions pour y mettre fin? Et nous sommes élus locaux, nous sommes celles qui organisons ce webinaire. Nous avons été créés il y a 10 ans et depuis 10 ans, chez Élu Local, notre mission, c'est vraiment de faire avancer la place des femmes en politique. Le constat est simple, la politique est un milieu compliqué, il est d'autant plus quand on est une femme. Donc, depuis 10 ans, on œuvre à vos côtés, à côté des femmes élues, pour les soutenir et les valoriser au cours de leur mandat. Et pour y arriver, on a vraiment 3 types d'actions qu'on a mises en place. Tout d'abord, on va vraiment essayer, bien sûr, de fédérer les femmes élues et ensuite de leur transmettre des techniques et méthodes pour s'imposer et réussir leur mandat. Les fédérer, c'est à travers nos réseaux de femmes élues. Donc, je vais revenir sur ça que je suis un peu plus en détail. Nos réseaux, c'est des réseaux locaux par département. Dans chaque département, on essaye d'avoir un réseau local qui est vraiment un endroit d'échange et de partage entre élus du même département. Ensuite, on a au niveau de la région, on organise on essaye dans presque chaque région d'organiser une fois par an une journée régionale, la journée des femmes élues, où les femmes élues d'une même région peuvent se réunir. Cette journée est divisée vraiment en 2. Le matin, on a des conférences plénières très interactives, très intéressantes, et l'après-midi, des ateliers de formation de 3 heures.
Et justement, notre dernier axe pour mener à bien notre mission, c'est vraiment de former les femmes élues. Donc, on est aussi un organisme de formation transpartisan, je tiens à le préciser. Chez Élu Local, on œuvre pour les femmes en politique, mais on ne fait pas de politique. On est ouvert à toutes. Et nos formations à destination des femmes élues, c'est des formations en ligne pour la plupart, qui s'adaptent vraiment à vos agendas. Un retour rapide sur nos réseaux de femmes élues. Comme je vous le disais, ça se passe au niveau du département. On essaye d'avoir un réseau par département. Aujourd'hui, on est à près de 50 départements, même plus. L'idée, c'est de couvrir prochainement toute la France. Chaque réseau est supervisé par une ambassadrice locale. Donc, une ambassadrice locale, Clémence en parlait rapidement, ce sont des élus qui sont engagés à nos côtés, des femmes élues locales qui peuvent être élues au niveau municipal, régional, départemental. En tout cas, elles partagent nos valeurs, c'est-à-dire elles souhaitent soutenir les femmes dans leur mandat et défendre la parité. Je tiens vraiment à les remercier, on ne les remerciera jamais assez. Nous, chez Élu Local, on est 10, donc on n'aurait pas la force de frappe d'atteindre les départements sans elles. Donc, merci d'être à nos côtés. Beaucoup sont là ce soir. Nos ambassadrices, elles organisent des rencontres au niveau local, des rencontres qui sont complètement gratuite, ouverte à toutes, où vous pouvez venir en tant qu'élu d'un même département pour parler de votre engagement, rencontrer des autres personnalités inspirantes, partager vos expériences et bien sûr trouver conseil et soutien lorsque vous en avez besoin. Donc, je vous invite vraiment à nous rejoindre, à rejoindre notre réseau. Ici, je vous ai mis un flashcode si vous voulez utiliser l'appareil photo de votre téléphone. Vous pouvez le placer en face, pas besoin de prendre la photo, hein, je précise, et vous allez avoir un lien. Dans tous les cas, on vous enverra cette présentation après, dès demain, avec le replay de ce webinaire. Donc voilà, ça c'est vraiment l'aspect réseau local au niveau du département géré par nos ambassadrices qui organisent des rencontres. Ensuite, comme je vous le disais, on a ces événements qui sont à la fois régionaux. On a 6 événements en région et le grand événement national qui a lieu une fois par an aussi à Paris. Donc, ce sont nos journées des femmes élues. Le matin, donc, des conférences plénières. Cette année, le thème, c'est les défis de l'engagement civique à l'échelle locale. Comment faire en sorte que les citoyens participent à la politique locale. Le vote n'est pas tout. Il y a des techniques, des outils vraiment utilisés par des politiques locales. On va vous présenter ça à travers de belles tables rondes. Tout au long de la journée, c'est agrémenté de moments de partage parce que, comme on vous disait, le réseau, c'est aussi la clé pour nous, un réseau bienveillant, transpartisan, toujours, je n'insisterai jamais assez, où vous pouvez échanger avec les femmes élues de votre région, donc à ce niveau-là, au niveau des journées des femmes élues. Et l'après-midi, des ateliers de formation au choix. Vous allez à l'atelier dont vous avez besoin, ça dure 3 heures. Là, on a une journée des femmes élues qui arrive très prochainement à Lyon, le 25 mars, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis et ensuite, on ira dans le Grand Est, à Strasbourg le 13 mai, à Nantes le 20 mai pour le Grand Ouest, Marseille, région PACA, le 24 juin. C'est nouveau pour nous. On n'y était pas l'année dernière. On est très heureuse d'y aller. Et puis, Bordeaux et Toulouse à la rentrée en septembre et octobre pour les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Voilà pour les journées des femmes élues. Et enfin, je vous en parlais, nos formations qui sont pour la plupart des formations en ligne. On essaye de couvrir différents sujets qui peuvent vous toucher, dont vous avez besoin. Donc, urbanisme, finance, démocratie participative, vous voyez tout ça. Ce sont des formations qui ont lieu le soir de 18h à 20h sur 3 semaines. Donc, c'est des formations de 6 heures qui sont très complètes avec des formateurs de qualité. Les 2 formations que vous voyez en bas à gauche en orange, communication et femmes en politique, ce sont des formations en présentiel qui ont lieu sur Paris parce que c'est des thèmes qu'il est très difficile de digitaliser. Mais voilà, je vous invite, on vous enverra également, si cela vous intéresse, notre catalogue de formation. Chaque thème a différentes formations et je vous invite à nous rejoindre. Mais sans plus attendre, je vais rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui. Pourquoi nous sommes là autour de ce webinaire? C'est suite à la réalisation d'une enquête que nous avons réalisée en décembre sur les violences sexistes à l'encontre des femmes en politique. En fait, en décembre, c'était les 10 ans
de nos journées nationales des femmes élues, 10 ans que nous nous battons aux côtés de ces femmes qui œuvrent pour la politique locale tous les jours. Et puis depuis 10 ans, on a les mêmes remontées terrain qui ne changent pas, qui n'évoluent pas, à savoir beaucoup de violences et de remarques sexistes. C'est partout, c'est à tous les niveaux. Et nous, cette année, on s'est dit que pour nos 10 ans, il fallait qu'on mette des chiffres. Il fallait qu'on réalise cette enquête pour collecter des données objectives sur ces remarques et comportements sexistes, parce qu'on en est persuadé. Le sexisme en politique, c'est aussi un frein à l'engagement d'une femme en politique. Vous le verrez à travers les résultats de cette enquête. Beaucoup pensent souvent à arrêter à cause de ces remarques, et puis ça va souvent, des fois aussi, bien plus loin que de simples remarques. Donc nous, on voulait collecter des données objectives pour révéler l'ampleur du phénomène du sexisme en politique. J'en profite pour vous dire que toutes ces données, on les a collectées avant le mouvement MeToo. En fait, c'est un mouvement qui s'est lancé plus ou moins au même moment où on collectait l'enquête. C'était assez incroyable d'avoir ce mouvement au même moment, donc ça s'est imbriqué dedans, mais nous, on était vraiment en avant, en amont, et on n'a pas lancé le MeToo politique. Mais nous, on était vraiment sur l'enquête. Donc, l'idée, c'était ça, c'était de diffuser ces chiffres dans les médias, qu'il y ait une vraie prise de conscience collective basée sur des données objectives. Ça a fonctionné, vous le verrez, on a une belle couverture presse. On a fait le 19h l'ouverture de France Inter, Le Parisien, le JDD. Mais effectivement, depuis, il ne s'est pas passé grand-chose, d'où ce webinaire ce soir pour avancer. Si je reviens sur la présentation de l'étude, comment ça s'est passé? On a eu près de 1000 femmes élues qui nous ont répondu de la France entière. Effectivement, 2 départements n'ont pas participé, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé, mais vraiment des femmes élues de la France entière, à tout niveau, des élus municipales, départementales, régionales, à tout niveau. On l'a diffusé cette enquête à travers nos réseaux, notre propre réseau. Nous, aujourd'hui, chez Élu Local, on a près de 2500 à 3000 membres. Donc, on a une bonne structure. C'est pour ça qu'on a pu avoir la force de frappe pour réaliser cette enquête. Et donc, on l'a diffusé à travers nos groupes Facebook privés et également à travers des emailing à notre base de données. Nos ambassadrices nous ont aidés à diffuser aussi dans leur réseau, dans leur département. On a aussi travaillé avec des associations d'élus locaux. On a eu le soutien d'ONU Femmes France. Et vraiment, ça a été une belle histoire et de belles réponses. Enfin, de belles, vous allez voir que certains des commentaires étaient compliqué. Et donc, les objectifs de notre webinaire ce soir, comme je vous le disais, suite à cette enquête, c'est de faire avancer les choses. On a les chiffres. L'idée, c'est dans les 10 ans, à notre prochaine, aux 20 ans de nos journées nationales des femmes élues, on ne veut pas avoir le même constat et on ne veut pas entendre les mêmes choses. Donc, il est temps, dans une première phase, déjà, on va ensemble décrypter les chiffres de cette enquête avec nos 2 intervenantes. Et puis ensuite, l'idée, c'est de faire des propositions concrètes pour lutter contre le sexisme et de transmettre ces propositions auprès d'une part des candidats à l'élection présidentielle et aussi auprès des partis politiques de votre réseau partout. Nous, ce qu'on rêverait, c'est pour le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes, que ce soit diffusé également nos propositions sur vos réseaux, sur les réseaux, et qu'on puisse un maximum, en se basant sur l'enquête, proposer des solutions pour changer tout ça. Voilà pour cette rapide introduction. Je vais passer maintenant la parole à ma collègue Clémence qui va vous présenter nos intervenantes que nous remercions grandement d'être là ce soir à nos côtés pour analyser ces chiffres et avancer sur ces propositions. Merci Morgane. Bonsoir à toutes et bonsoir à toutes les deux, Madame Laurence Rossignol et Madame Valérie Petit. Merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Je sais que vos agendas sont particulièrement chargés. En ce moment, j'imagine pas plus que d'habitude, mais en ce moment en tout cas. Alors du coup, je vais rapidement vous présenter, mais je vous laisserai la parole pour vous présenter un peu plus dans le détail. Peut-être nous présenter un peu vos parcours en politique, mais pas que. Et puis nous dire un peu spécifiquement pourquoi vous avez souhaité participer à ce webinaire, pourquoi la question du sexisme en politique, ça vous a fait écho. Pour Madame Rossignol, c'est peut-être plus évident. Pour Madame Petit, on le sait peut-être moins. Donc vous allez pouvoir nous le dire. Laurence Rossignol, pour commencer, vous êtes sénatrice de l'Oise, vous êtes vice-présidente du Sénat.
Vous avez un grand parcours en politique puisque vous avez été secrétaire d'État chargé de la famille et des personnes âgées et puis ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes, donc sous le gouvernement précédent. Toute votre carrière a été marquée par votre engagement féministe et vous avez créé notamment le collectif Ensemble contre le sexisme en 2016, qui réunit des 34 associations pour lutter contre le sexisme dans toutes les sphères de la politique. Valérie Petit, vous êtes députée du Nord depuis 2017. Vous êtes enseignante-chercheuse de profession, si je ne me trompe pas. Vous avez rejoint la République En Marche en 2016 et vous avez finalement quitté le parti en 2020 pour rejoindre le groupe Agir Ensemble, dont vous êtes devenue porte-parole. Je crois que vous êtes issue de la société civile en tant que conférencière et autrice sur les thèmes du leadership et de l'égalité femmes-hommes en entreprise. Et puis, vous allez nous en dire un peu plus sur comment vous êtes arrivée en politique et puis le parcours que vous avez vécu, puisqu'ils sont tous les deux très différents. Madame Rossignol, peut-être commencer par vous, peut-être nous présenter un peu plus précisément que ce que j'ai fait et puis nous dire en quoi ce sujet vous parle particulièrement. Bonjour à toutes. Alors, je n'ai pas de retour image, ça doit être normal. Parce que ça doit être. J'ai votre. Ah, merci. Bonjour à toutes. Merci de cette invitation. Moi, effectivement, j'ai un lien avec Élu local depuis sa création, puisque j'en suis une des marraines. Et je réponds toujours volontiers à vos invitations et je trouve que le travail que vous accomplissez est très utile. L'idée de faire un réseau de femmes élues est effectivement indispensable. Et donc, voilà la raison de ma participation. Mon parcours politique n'est pas en soi ni exemplaire, ni édifiant. Je suis d'abord une militante et je suis devenue une élue, puis une ministre et puis une élue de nouveau. Mais ce ne sont pour moi que des façons de décliner mon engagement militant, féministe, et entre autres, mais l'engagement féministe est sans doute une permanence, mais aussi antiraciste, lutte contre l'antisémitisme, et puis un engagement très clairement social d'une femme de gauche. Et parce que pour moi, il n'y a pas de transformation de la société sans révolution féministe et sans prise en charge par les femmes elles-mêmes de leur émancipation et de leurs conditions. Voilà, pour paraphraser une phrase qui disait « L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes ». L'émancipation des femmes est l'œuvre des femmes elles-mêmes et de leur capacité à promouvoir une vision féministe de la société et à inclure le féminisme dans leur manière d'agir. Merci beaucoup. Madame Petit, du coup, je vous laisse la parole. Oui, bonsoir à toutes, je ne sais pas si à tous. Alors, un grand merci pour cette invitation. Je voudrais aussi vous féliciter pour tout le travail que vous faites. Je vous ai vu naître à l'époque, j'étais dans d'autres fonctions et je me souviens de la café avec Julia Bouzan qui était en train de lancer l'association et c'est vraiment une très belle réussite. Je voulais vraiment vous féliciter pour tout votre travail. Moi, mon parcours, moi je suis quelqu'un qui est issu des quartiers. Et en fait, j'ai été pas mal marquée par ce qu'on appelle simplement l'émancipation et la volonté de m'en sortir et d'être une femme libre. Et être une femme libre, c'est un gros morceau dans notre société actuelle. Et mes engagements assez tôt, même si je n'ai pas fait de politique avant 2017, ça a toujours été des combats pour l'émancipation et pour les droits. Donc, j'ai eu d'abord un engagement associatif dans la lutte contre le racisme, puis après dans le féminisme. J'ai été par exemple, moi j'étais plus investie sur les questions d'égalité professionnelle au laboratoire de l'égalité. Et puis à cet engagement associatif, j'ai ajouté mon engagement en tant que scientifique, puisque j'étais enseignant-chercheur en sciences de gestion, spécialiste de l'entreprise, mais j'ai aussi contribué à monter un centre de recherche sur les questions de diversité et d'égalité. C'est intéressant de le dire parce que maintenant que je suis devenue politique, c'est intéressant sur la question de la lutte contre le sexisme, de faire un parallèle entre les politiques qui sont mises en place depuis grosso modo une quinzaine d'années dans les entreprises et ce qui pourrait être mis en place, parce qu'aujourd'hui j'estime que rien n'est mis en place pour lutter contre le sexisme en politique. En tout cas, moi, je ne vois rien.
Et donc, dans les propositions que je vous évoquerai, il y aura aussi beaucoup de références faites à ce qui a pu marcher dans d'autres types d'organisations et qu'on pourrait éventuellement importer. Après, pourquoi je suis contente de participer à ce webinaire? Parce que j'ai souvent été confrontée au sexisme, au harcèlement, au comportement sexiste. J'ai été une des rares dans la majorité à le dire, avec tout ce que ça a pu me coûter. C'est aussi pour ça que j'ai quitté mon parti politique, c'est aussi pour ça que j'ai envisagé parfois d'arrêter la politique. Moi, j'ai un tempérament un peu tenace et donc je continue et donc j'essaye de faire des propositions. Aujourd'hui, je suis chez Horizon, où j'essaie de promouvoir le féminisme. À droite, c'est un challenge, mais bon, je n'ai pas peur des challenges. Et donc, je serais très heureuse de vous partager un peu les idées, d'avoir vos retours sur ce qu'on pourrait faire concrètement au quotidien, dans le quotidien des élus, et notamment des partis politiques, parce que je pense que un des cœurs du combat, ce sont les partis politiques qui, aujourd'hui, ne font pas leur travail en matière de régulation et de lutte contre le sexisme. Voilà ce que je peux dire d'autre. Je suis ravie aussi d'être aux côtés de Laurence Rossignol, qui est une grande figure pour moi du féminisme, même si moi, je viens de la droite. Et j'espère qu'on va vraiment avoir un bon moment d'échange avec des idées très concrètes pour faire avancer les choses. Parce qu'il y a un S à féminisme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de féministes différentes. Moi, je suis plutôt de la vieille école, universaliste, voilà. Mais on a, je crois, toutes et c'est ce qu'a très bien dit Laurence Rossignol, en commun, ce sentiment qu'il faut lutter. Parce que sinon, ça ne bougera pas et qu'il faut s'unir pour lutter, même si on n'est pas d'accord sur tout. Et je suis aussi d'accord sur le fait qu'il faut que la façon de lutter et que le mode d'émancipation et de libération appartiennent aux femmes en priorité et que ce ne soit pas d'autres qui les leur dictent. La libération, c'est aussi ça, c'est maîtriser son propre processus de liberté. Voilà, pardon, j'étais un petit peu longue. Merci beaucoup, c'est très intéressant. C'est vraiment, vous avez effectivement deux parcours différents. Alors, on m'a fait remarquer à juste titre que j'avais cité dans la présentation le parcours de Madame Petit, pas celui de Madame Rossignol. Effectivement, je crois que le parcours de Madame Rossignol politiquement a été plus simple. Enfin, je ne sais pas comment dire. M'en voulez pas. Je cherche mes mots. Mais effectivement, donc Madame Rossignol appartient au Parti socialiste et donc Madame Petit appartient au Parti Horizon, si j'ai bien compris aujourd'hui. Et effectivement, Élu local est une structure transpartisane, donc on a plutôt tendance à ne pas parler des partis politiques, mais bon, voilà, c'est une erreur, cela ne se reproduira pas. Maintenant qu'on a dit ça, donc on va essayer de décrypter les chiffres dont vous parlait Morgane. Effectivement, c'est une enquête qui a été menée en fin d'année dernière auprès donc, de presque 1000 élus. Et donc, du coup, on a sorti énormément de chiffres. Alors, je vais essayer d'être la plus rapide possible, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de chiffres très différents. Et l'idée, c'est que Madame Petit, Madame Rossignol, vous puissiez voilà, réagir sur les chiffres qui vous paraissent les plus pertinents. N'hésitez pas à me couper la parole, surtout, parce que, comme je vous ai dit, il y a plusieurs slides de chiffres et je vais essayer d'aller pas trop vite, mais tout en ne m'étendant pas sur tous les chiffres, parce que sinon, on en a pour 1h30. Donc, n'hésitez pas à me couper la parole et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Oui, c'est noté, oui, Madame Rossignol. Et juste pour vous préciser, ces chiffres, on vous les partagera aussi demain. On vous enverra les résultats de cette enquête avec le replay du webinaire. Voilà. Je peux te laisser changer de slide. Merci beaucoup. Alors, du coup, on a commencé par la répartition des délégations parce qu'effectivement, c'est un sujet. On a tendance à penser sexisme en politique égale comportement sexiste, comportement déplacé, réflexion déplacée. Et en fait, le sexisme est parfois plus sous-jacent que ça, beaucoup moins évident. Et effectivement, ça passe notamment par les délégations. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le constater dans cette répartition des délégations, on a effectivement 39% des femmes élues qui nous ont répondu et qui ont des délégations qui sont dans le domaine de l'enfance, de la culture, du social et de la communication. C'est malheureusement un peu toujours le même sujet, c'est-à-dire que les femmes sont un peu pas mises à l'écart, mais c'est-à-dire qu'on leur donne les sujets qui sont considérés comme féminins, comme le social, comme la culture, comme les enfants. Et par contre, comme vous pouvez le voir, tout ce qui est alors énergie, c'est 0% carrément. Sécurité, transport, urbanisme, économie, finance, c'est encore des délégations qui ne sont pas du tout données à des femmes. Alors, est-ce que c'est parce que les femmes ne se sentent pas assez légitimes pour aller chercher ces sujets ou est-ce que c'est parce qu'on ne leur donne pas ?
effectivement, c'est un vrai sujet, mais du coup, certains hommes n'y connaissent rien en urbanisme et en finance, et pour autant, on leur donne facilement des délégations sur ces sujets-là, et ce ne sera pas forcément le cas d'une femme qui se sentira peut-être moins légitime. Donc, on est voilà, encore sur quasiment 50% quand même, enfin 40% des femmes qui ont des délégations liées à l'enfance, à la culture et au social, qui sont par ailleurs pas des sujets qui ne sont pas importants, ce sont des sujets capitaux, mais effectivement, ce ne sont pas elles qui tiennent les cordons de la bourse, ce ne sont pas elles qui, qui gère effectivement la structure de la ville, qui est pourtant parfois très importante, notamment en matière de place des femmes dans l'espace public. Voilà, et ça, effectivement, ce sont des choses qui sont assez dommages. Je ne sais pas si Madame Petit, Madame Rossignol, vraiment, n'hésitez pas à me couper. Oui, moi, je veux bien dire une chose Allez-y. là-dessus. Effectivement, vous avez bien fait de préciser que lorsqu'on parle, je prends la parole maintenant parce que comme j'ai perdu la maîtrise de mon emploi du temps cet après-midi, je suis obligée de vous quitter à 18h45, ce qui n'était pas mon projet initial. Juste sur ce que vous venez de dire, vous avez raison de préciser que le sexisme en politique, c'est pas simplement les agressions sexistes, les propos déplacés, les attouchements non souhaités. C'est quelque chose qui est beaucoup plus diffus, beaucoup plus partagé que ça. Fort heureusement, les agresseurs sexuels ne sont pas la majorité de nos collègues en principe. Mais en revanche, c'est l'invisibilisation des femmes dans les équipes politiques est un sujet, à mon sens, majeur. C'est-à-dire que ce que les femmes identifient aussi comme étant des comportements sexistes, c'est le désintérêt pour ce qu'elles disent. Moi, j'ai vécu toute ma vie des réunions dans lesquelles, dès qu'une femme prenait la parole, s'installait une espèce de brouhaha dans la salle parce qu'elle est, a priori, ce qu'elle avait à dire n'était pas important puisque de toute façon, elle n'a pas le pouvoir. Donc, comme les femmes n'ont pas le pouvoir, forcément, il n'y a pas d'intérêt à ce qu'elles vont dire. Il n'y a même pas d'intérêt à s'en souvenir, puisqu'il n'y aura aucun intérêt à le répéter, puisqu'il n'y a pas d'affiliation à faire à ces femmes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, sur les délégations, je constate effectivement, comme vous, que les femmes sont souvent dans les délégations sociales, culture. Il y a deux façons de voir les choses. Soit on pense, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elles les ont, que ce sont des délégations secondaires, que ce ne sont pas les délégations centrales de la vie d'un exécutif, comme le sont par exemple les finances ou l'urbanisme ou la voirie, enfin toutes ces choses qui, par ailleurs, sont des délégations dans lesquelles on manie de l'argent. Et en fait, on donne aux femmes des délégations dans lesquelles on ne manie pas d'argent, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de business dans les délégations des femmes, il n'y a pas de partenaire économique, il n'y a pas d'entreprise. Ouais, quand vous dirigez le centre d'action sociale d'une commune, l'argent que vous distribuez, enfin, que la distribution d'action sociale ou la manière dont vous répartissez vos budgets sociaux, c'est de l'argent qui vont à des personnes en difficulté, mais il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui viennent intervenir là-dedans. Et ce que je voulais dire, c'est que ce qui est très défavorable aux femmes, c'est qu'on leur donne ces délégations, mais surtout on disqualifie la dimension de cette délégation. C'est-à-dire que moi, je dis aux femmes, c'est pas honteux d'avoir envie de s'occuper des affaires sociales. C'est quand même voilà, de la petite enfance, des personnes âgées, des questions sociales, de la culture. C'est quand même ce qui fait la vie des gens. La vie des gens, c'est pas l'urbanisme et la voirie. La vie des gens, c'est leur famille, là où ils vont se distraire, comment ils vont circuler. Et il faut que les femmes revendiquent que ces délégations, que ces domaines-là soient des domaines à part entière et soient des domaines respectés. Voilà, je pense qu'il y a une façon de le voir et de se dire on est cantonné dans des délégations secondaires. Et la deuxième façon, c'est de dire mais on peut aimer ça. Et le problème, c'est que ça ne doit pas être secondaire. Merci beaucoup pour ce complément, effectivement, qui est confirmé par Stéphanie Poirier, qui dit qu'effectivement, c'est le plus blessant. Alors, on change de chiffre. Malheureusement, on repart dans les comportements, remarques sexistes. Peut-être une remarque sur Bien sûr, allez-y. Les chiffres. En fait, bon, le sexisme, c'est aussi la question du fait que c'est comme dans le privé, les métiers sont genrés. Et on a toujours ce même problème de conflit, ce que les chercheurs appellent l'incongruité. L'incongruité entre, d'une part, la représentation collective qu'on peut avoir d'un métier. Par exemple, l'énergie, c'est un truc de mec avec des casques qui écartent les pattes et qui lèvent des trucs lourds.
et puis le stéréotype qu'on a de ce que c'est qu'un homme ou une femme. Et ces deux-là, ils vont plus ou moins avoir des mots en commun. Et c'est pas, ça vaut pour les métiers, ça vaut aussi pour le pouvoir. On a un stéréotype du pouvoir et il cadre parfaitement avec le stéréotype qu'on a de l'homme, par exemple le pouvoir, où c'est être rationnel, affirmé, charismatique. Et puis quand vous demandez aux gens c'est quoi être un homme, c'est être affirmé, c'est être charismatique, alors que être une femme, c'est être calme, diplomate, à l'écoute, et plein de qualités dites féminines. Et on a encore des conflits permanents de stéréotypes, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à mélanger, par exemple, le stéréotype de certains métiers avec les stéréotypes masculins ou féminins. On n'arrive pas à mélanger l'idée qu'on se fait de ce que c'est qu'un leader ou un responsable politique avec ce que c'est qu'un homme ou une femme. Donc, on a un vrai problème là-dessus, d'incongruité, qui vient du fait que les métiers sont genrés, que le pouvoir est genré. On a en plus un truc assez pervers qui est la disqualification des métiers qui sont genrés féminins, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. Donc c'est la double peine. Et donc pour moi, le combat, c'est aussi, c'est ce que je dis beaucoup aussi en politique, on a encore une triple peine, c'est qu'en politique, quand vous êtes un homme politique, et quand vous êtes une femme, vous êtes une femme. Et donc, voilà, ça c'est encore un autre souci, c'est vraiment cette incapacité à mélanger ou à décliner pour une femme des métiers, des rôles qui sont profondément genrés sur le plan masculin. Mais après, ça pénalise aussi les hommes, parce que si vous n'êtes pas un vrai homme, avec le slip sur le caleçon et la cape derrière qui vole bien dans les airs, vous allez avoir les procès en virilité comme on peut avoir des procès en féminité. Donc tout ça, vraiment, pour moi, je ne vais pas trop vite, mais je vais un peu vite, mais le combat, c'est d'abord dégenrer la culture du pouvoir et in fine, celle des fonctions qui en découlent. C'est un petit peu ça que ça montre aussi, je crois. Oui, c'est vrai. Effectivement, enfin, mais il y a un vrai sujet de manière générale. C'est une certitude dans la société sur les rôles féminins et masculins. Effectivement, on a tendance à vouloir faire que les femmes ou les hommes changent. Moi, ça m'horripile. Moi, je pense qu'on doit être comme on est, on est libre. Ce qu'on doit changer, c'est nos représentations et pas nos représentations forcément à propos de nous-mêmes. On est qui on veut et si on a envie de faire du social et que ça fonctionne bien avec le stéréotype de genre, ben voilà, tant mieux, c'est cool. Mais pour moi, le combat, c'est vraiment désincruster ces stéréotypes de genre qui sont nichés dans les définitions des rôles, des fonctions politiques. C'est ce qu'on a tendance à dire aux femmes élues, effectivement. Si ce qui vous intéresse, c'est la petite enfance, la culture et le social, eh bien, c'est génial. En fait, il n'y a pas de raison, effectivement, de se changer. La difficulté, c'est effectivement, du coup, ça me fait une super transition, sur le sentiment d'imposteur, où effectivement, l'objectif, c'est que malheureusement, on va avoir certaines femmes qui vont se sentir pas à leur place si on leur donne un sujet comme l'urbanisme ou les finances. Et donc, du coup, c'est là où se pose le souci, c'est qu'effectivement, parfois, les hommes ne sont pas plus compétents en la matière, mais eux, ils n'ont pas ce problème de syndrome de l'imposteur. Donc effectivement, on remarque dans le chiffre sur cette slide que 48% des femmes ont déjà eu le sentiment de ne pas être légitimes à leur poste. Ce qui est incroyable, ça veut dire qu'une femme sur deux, un jour, s'est dit, mais en fait, c'est pas ma place ici. Donc, c'est quand même assez terrifiant, mais ce serait intéressant de poser la question à des hommes pour avoir le même... C'est terrifiant, c'est qu'il ne l'est pas. Ouais, c'est terrifiant, c'est pas que les femmes l'aiment, c'est que eux ne l'aiment pas, c'est qu'à aucun moment, ils ne doutent d'eux-mêmes. C'est vrai. Pour eux, je trouve ça très terrifiant. Moi, je trouve que j'adorerais vivre une journée dans cet état-là, juste pour voir comment ça fait. Oui, ça serait intéressant. Vie ma vie d'homme politique. Donc du coup, on passe à la slide suivante. Merci Morgane. Donc effectivement, on est donc passé sur les types de remarques ou les comportements sexistes. Donc ça, bon, heureusement, les violences physiques et les menaces de mort et le harcèlement sont très minimes, même si toujours trop importants. Et on n'est effectivement pas toujours sur de l'agression physique ou pas de l'agression verbale, mais plus sur des interruptions lors des prises de parole, les comportements paternalistes ou les blagues sexistes. Alors effectivement, parfois, c'est difficile de faire entendre à certaines femmes, et comme à certains hommes d'ailleurs, qu'un comportement paternaliste, c'est bien du sexisme, qu'appeler une élue ma petite chérie, c'est pas sympathique, c'est du sexisme. Et effectivement, on a des élus dans le réseau pour qui c'est pas un problème.
Et effectivement, il y a des gens pour qui ce n'est pas un problème, il y en a pour qui ça l'est. Et du coup, ça doit être entendu comme tel. Et donc, on remarque quand même qu'il y a encore énormément 20% de remarques fondées sur l'apparence physique. C'est incroyable parce qu'on ne se ferait pas, personne ne ferait la même remarque à un homme sur sa chemise ou sur son pantalon qui lui fait des belles petites fesses. Et bah, c'est la même chose pour une jupe. Vous verrez les témoignages après. Enfin, voilà. Donc, c'est assez intéressant d'avoir ces chiffres qui sont bien trop élevés, encore une fois. Du coup, ça, effectivement, c'est encore un chiffre très important. Là, on arrive dans la prise en compte par les services des ressources humaines et les mesures. Et effectivement, donc, on se rend compte qu'à peine 50% des femmes ont rapporté ces sujets aux ressources humaines et encore pire que moins de 10% des cas, dans moins de 10% des cas, des mesures ont été prises une fois signalement de ces agissements, pardon, j'ai du mal à parler. Donc, imaginez-vous que 50% des agissements ont été signalés aux ressources humaines et que parmi ces 50%, seulement 10% ont eu des mesures par la suite. Donc, c'est vraiment des chiffres qui sont très impressionnants. Encore une fois, n'hésitez pas à me couper. Oui, moi, je veux bien vous laisser prendre venir à votre secours pour que vous puissiez prendre votre souffle. C'est gentil. Je pense que sur les comportements sexistes, qu'ils soient des comportements paternalistes, d'invisibilisation ou de comportements sexistes à dimension sexuelle, il faut pas être naïve sur ce qui les motive. C'est pas parce qu'ils ne savent pas faire autrement, qu'ils le font gentiment, qu'ils n'ont pas bien lu, qu'ils n'ont pas lu tous les ouvrages féministes qu'ils auraient dû lire. C'est parce que c'est un moyen de déstabiliser les femmes et de leur rappeler constamment qu'elles ne sont pas légitimes à être là, que leur position est précaire, qu'elles sont assises sur un strapontin de la vie politique et qu'avec un peu de chance, une partie d'entre elles vont renoncer. Parce qu'il ne faut quand même jamais oublier que la parité, ça a consisté à prendre le même nombre de sièges et à donner aux femmes 50% dans les conseils départementaux. C'est quand même assez violent pour les hommes qui on a dit, bah voilà, maintenant ça ne peut pas être toi le candidat, il faut que tu prennes un binôme et ton binôme ce sera une femme. Ça a été à l'Assemblée nationale, au gouvernement, où on a quand même depuis 2012 50% de femmes ministres. Donc les postes qui sont désormais occupés par des femmes, ils ont été pris à des hommes. Et ça a suscité des résistances de la réaction. La politique est un monde dans lequel la compétition était déjà forte et subitement, le nombre de compétiteurs s'est accru des compétitrices. Et il faut bien avoir en tête que ce que chacune d'entre nous vit ou a vécu, toutes les autres l'ont vécu aussi. Et surtout, c'est rien de personnel. C'est pas moi, Laurence, qui suis l'objet d'un manque d'amitié et de solidarité des hommes avec lesquels je fais de la politique. C'est moi, en tant que femme, à qui il faut me rappeler en permanence que si je pouvais laisser la place, ça en dégagerait pour les autres. Peut-être pour compléter, moi je crois que ce qui s'est passé aussi, comme l'a très bien dit Laurence, il y a eu une intensification de la compétition pour les messieurs du fait de la parité. Donc tout ça a tendu les rapports de pouvoir et pour ceux que cela déstabilisait, renforcer le recours à des méthodes dites de domination, donc des menaces, etc. etc. Ça, c'est le point 1. Et le point 2, c'est aussi la déliquescence des partis, c'est-à-dire eux qui étaient censés réguler un minimum cette compétition, organiser la formation, la production, la sanction aussi des leaders. Aujourd'hui, les partis sont entre guillemets dérégulés. On est dans un grand temps d'atomisation. Chacun roule pour lui-même et c'est un peu la guerre de tous contre tous. Moi, je dis souvent que la politique aujourd'hui, c'est devenu un état de nature et que l'objet, c'est de le ramener vers l'état de droit. Et juste pour répondre à votre question sur les DRH, alors, on a un souci, c'est que les gens que vous avez interrogés, en général, ne sont pas des salariés, donc ne sont pas protégés par le droit du travail, ce sont des élus avec le statut particulier qui, contrairement à ce que l'on croit, n'est pas du tout protecteur pour ces actes-là, notamment entre guillemets les moins graves, c'est-à-dire ceux qui ne relèvent pas forcément du pénal, c'est-à-dire que dans l'entreprise, par exemple, moi, on me fait des menaces. On me dit, Valérie,
on va te tuer si tu ne te désistes pas aux législatives parce qu'un tel veut y aller à ta place. Ok, cool. Je serai dans l'entreprise, j'irai voir mon délégué CGT. Il y aurait une médiation organisée par ma DRH. Il y aurait éventuellement un procès au prud'homme et je peux vous dire que l'employeur perdrait pour harcèlement moral, clairement. Mais sauf que quand vous êtes en politique, il n'y a pas de pouvoir disciplinaire parce que les partis ne le jouent plus ce rôle et qu'il n'y a pas d'instance ni de médiation. Et donc, vous n'avez qu'une seule opportunité, c'est de recourir au procureur. Sauf que le procureur, quand les comportements viennent d'un autre élu, il se méfie de ces trucs entre élus parce qu'il y a soupçon de jeu politique. Donc, souvent, les affaires sont classées. Et donc, les élus, elles se retrouvent, alors soit elles font grand saut, elles portent plainte, mais c'est très coûteux pour elles, mais entre les deux, il n'y a pas cette zone où, en principe, le pouvoir disciplinaire, par exemple, dans les organisations privées, s'exerce, mais pour les politiques, il n'existe pas. Et pour moi, ça, c'est vraiment un des problèmes et un des axes de réforme. C'est un des vrais sujets sur lesquels on a débattu parce on en parlera après, mais effectivement, on a nous-mêmes dans l'équipe travaillé sur des propositions pour lutter contre le sexisme et ça fait partie des vrais sujets. C'est-à-dire qu'entre l'homme qui a été accusé, effectivement, et qui a des sanctions parce qu'il a été reconnu coupable d'eux, et entre l'homme qui malheureusement fait de son quotidien des remarques sexistes, des interventions, des interruptions, malheureusement, c'est quelqu'un qui ne va pas être puni. Et du coup, toute la frontière est fine à cet endroit-là entre la personne qui effectivement a été reconnue coupable et celle qui malheureusement ne l'a pas été. Et du coup, soit on punit toutes les personnes qui sont signalées, soit on ne punit personne. Et donc, du coup, effectivement, c'est un peu la ligne rouge sur laquelle vous nous aiderez peut-être ensuite. Je vais ajouter, Clémence, si vous m'autorisez, un dernier mot avant de vous abandonner dans 4 minutes. Juste pour ajouter une chose, c'est que si on revient sur le terrain des agressions sexuelles, par exemple, et de la possibilité de dénoncer les agressions sexuelles, le monde politique, vous savez, on utilise en politique le mot de la famille politique. Ce n'est pas totalement par hasard si on utilise le mot famille. Et la famille en matière d'agression sexuelle, que ce soit la famille parentale, que ce soit la religion, où je vous rappelle qu'on appelle mon père comme le père des enfants, un homme qui veille sur ses ouailles, et que ce soit la famille politique, sont 3 institutions qui poussent à l'omerta et au silence. Parce que quand on dénonce un homme dans le monde politique, comme quand on dénonce un père incestueux dans une famille, comme quand on dénonce un prêtre pédocriminel, on ne fait pas simplement que de dénoncer cet homme, on fait voler en éclats la famille. Et le fait de faire voler en éclats la famille politique, on porte atteinte à l'ensemble des membres. Et c'est un puissant facteur de silence aussi pour les femmes, pour les victimes, que de prendre la responsabilité de porter atteinte à l'ensemble de la famille politique, y compris ceux qui ne sont coupables de rien. C'est sur ces mots, ça va être mes derniers mots. Je vais vous écouter encore 1 minute ou 2 et après je vais vous abandonner, je suis désolée. Ça marche, merci beaucoup. On va essayer de continuer un peu plus rapidement du coup sur les chiffres et comme ça on pourra prendre peut-être un peu plus le temps de parler des propositions. Et puis de laisser parler nos spectatrices, comme c'est écrit dans Zoom. Donc le lieu où ces remarques et comportements sont intervenus, c'est malheureusement dans les locaux où j'exerce mes fonctions, à l'extérieur durant mes fonctions de représentation. Ça, vous imaginez tout à peu près ce que ça veut dire. Une réunion sur un chantier avec des partenaires. Dis donc, qu'est-ce que vous faites là, madame ? Et encore, je pense que je suis soft. Les réseaux sociaux, évidemment, mais comme on parle plus à des femmes élues qui vont être peut-être plus élues dans des communes, peut-être plus rurales, plus petites et moins visibles que vous pouvez l'être, effectivement, ça ne représente que 15%. Ces remarques sont le plus souvent faites par d'autres collègues élus, à 82%. C'est quand même assez hallucinant comme chiffre. C'est-à-dire qu'effectivement, de citoyens, on est à 30%, des responsables politiques, 23%. Et donc, 82% des hommes qui font ces remarques sexistes sont malheureusement les collègues élus, donc adjoints au maire, conseillers municipaux ou maires, j'imagine. Les conséquences, donc 28% des femmes interrogées ont déjà pensé à abandonner la politique suite à ces comportements, donc c'est quand même énorme. Ça veut dire qu'un tiers des femmes, suite à ces comportements, s'est dit mais finalement, qu'est-ce que je fais là ?
et donc à envisager de s'arrêter. C'est quand même assez dramatique. Et 23% des femmes, donc un quart, si je calcule bien, ont réellement abandonné la politique suite à ces comportements. Donc c'est quand même assez énorme. Et alors, là, effectivement, la dernière partie de cette étude, c'est à la fois la formation et l'information. Donc, 82% des femmes n'ont pas reçu une information de la part de la structure sur le sexisme ou le harcèlement sexuel. C'est-à-dire que ce soit l'administration, le conseil municipal, le conseil départemental, aucune information n'est passée sur le sexisme ou sur le harcèlement. Et avez-vous été informé sur les procédures de protection? Encore une fois, on est à 82% de non. Donc, ça veut dire qu'effectivement, personne ne connaît ou au moins ne diffuse les informations sur les procédures de protection, si tant est qu'elles existent, entre guillemets. C'est le prochain sujet, je pense, qu'on va aborder ensemble, notamment sur les propositions qu'on peut faire. Donc, assez rapidement, parce qu'ils sont déjà assez terribles, et puis malheureusement, j'imagine que vous en avez toutes entendu des vertes et des pas mûres, les témoignages. Donc, en Gironde, de toute façon, les femmes, je les préfère au lit. Ça, au moins, c'est dit. Tu vas me faire exploser la braguette. Ça, c'est quand même assez subtil. Vous n'avez pas l'autorisation de parler, vous êtes seulement toléré dans cette instance. Donc voilà, là, on passe du harcèlement sexuel, carrément, à l'interruption. Donc effectivement, on est plus sous-jacent, on est moins sexuel, mais quand même. Et tu devrais porter des jupes plus souvent, comme je disais tout à l'heure. C'est une remarque qu'on ne fera jamais à un homme sur son pantalon. Et je tiens à préciser, Clémence, qu'on a extrait 4 phrases, mais sur les 1000 personnes qui nous ont répondu, je peux vous dire que des phrases comme ça, on en a des centaines et on ne sait plus où donner de la tête. Donc, on ne peut pas les diffuser toutes ce soir, mais mon Dieu, il y a du travail. Et si vous en avez, n'hésitez pas à nous N'hésitez pas à les partager avec nous. On les diffusera sur les réseaux sociaux. Oui, je pense que, mine de rien, ça peut être Ouais. important de faire visuellement pour Exactement, montrer à toutes ce que ça peut signifier. Ouais. Clémence, je te coupe. Oui, je t'en prie. Il y a eu une question, je pense que c'est sur la slide pour avoir les informations contre le harcèlement en politique. Muriel nous dit, et les 18% restantes, comment ont-elles eu l'info? Comment on peut avoir l'info dans notre collectivité pour pallier à cela? Eh ben, c'est une bonne question. Du coup, je vous propose qu'on passe à la case proposition. D'abord, je t'en prie, Morgane. Donc, effectivement, dans les outils qui peuvent être utilisés pour lutter contre le sexisme, la première chose, c'est de former les femmes. Alors, vous allez me dire, oui, mais les hommes, on y vient juste après, mais nous, notre objectif, c'est de former les femmes. Justement, de les former, Clément, je reprends vite fait la parole. On a mis en place cette formation sur le sexisme en politique qui permet d'obtenir des outils juridiques justement contre le sexisme, donc de répondre précisément à cette question, comment répondre à ces attaques. Sachez que c'est grâce à la ONU France qui nous a donné des coordonnées de ces formatrices. Et donc, c'est une nouvelle formation qu'on lance cette année. On pense qu'effectivement, déjà, une base de formation pour les femmes de notre réseau, ce sera bien. Mais effectivement, après, sur le sexisme, il faudrait également lancer au plus ample niveau. Ça fait partie de nos propositions. Je te laisse reprendre la parole. En tout cas, si vous voulez participer à cette formation, il reste des places en avril, le 7, 14 et 21 avril, en ligne. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Merci, Marlène. Et du coup, on va passer donc aux propositions. Alors, on a, comme je le disais tout à l'heure, on a travaillé, nous, en interne sur des propositions, mais l'idée, c'est pas de vous influencer. On voudrait vraiment, je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez des idées. Et Madame Petit, je suis sûre que vous en avez aussi. Et donc, du coup, on s'est dit qu'il y avait quand même 3 axes principaux sur lesquels on devait travailler. C'est d'abord la prévention, c'est-à-dire permettre à tous, femmes et hommes, de connaître et de comprendre le sexisme, d'être capable de le décrypter et de le comprendre. Ensuite, des actions, la phase de l'action, pour mettre en place des mesures pour lutter concrètement contre le sexisme. Et à la fin, la sanction, punir les actes de sexisme en politique. Donc, à partir de là, je ne sais pas si, Madame Petit, vous avez peut-être des idées. Vous êtes élue, vous êtes femme en politique, mais vous êtes aussi législateur. Des idées concrètes que vous avez étudiées à l'Assemblée, envisagées, pensées. Alors, moi, je vais essayer d'être pratique, c'est-à-dire partager mes best practices à celles qui sont ici. Je trouve que c'est le plus utile, en fait. Alors, pardon, c'est un petit peu dans le désordre, mais c'est ce que j'ai testé ou ce que j'ai proposé à mon petit niveau. Donc, moi, je suis élue nationale
Et c'est vrai que je suis connue pour n'avoir absolument aucune langue de bois, ce qui me rend tout à fait effrayante. Hein. Je fais 1m80, j'ai la langue bien pendue. Je suis une femme libre. Alors, ça s'appelle une menace pour la société. Hein. Femme libre, tout ça est synonyme. Bon, j'ai appris à vivre avec et j'essaie de m'en servir aussi pour aider mes collègues. Voilà tout ce que j'ai testé qui me semble utile. Alors, c'est vraiment dans le désordre. D'abord, moi, je fais un gros travail. Moi, je suis à la partie de droite, hein, donc autant dire qu'il y a du taf. Mais bon, c'est pas grave, j'ai fait 15 ans d'enseignement, donc je fais beaucoup de pédagogie. J'essaie vraiment d'expliquer, si vous voulez, le féminisme aux hommes. C'est pas évident parce qu'on est dans un moment, notamment avec les nouvelles radicalités féministes, qui fait peur à beaucoup d'hommes, notamment dans ma famille politique. Donc, je fais preuve de beaucoup de pédagogie pour rappeler que le combat premier, c'est bien l'égalité des droits. Ce n'est pas les droits des femmes, les droits des hommes, ce n'est pas remplacer la domination masculine par une domination féminine. Donc, je fais beaucoup d'apaisement, d'explication. Et j'essaie vraiment de mettre en avant auprès de mes collègues masculins ce que nous avons de commun dans le combat. Et moi, j'interroge souvent mes collègues masculins sur est-ce que ça leur va, cette façon de faire de la politique? Est-ce que ça leur plaît, la menace, l'intimidation, le concours de zizi à table? Est-ce que c'est réellement comme ça qu'ils ont envie de fonctionner? Et en réalité, beaucoup d'entre eux n'aiment pas du tout cette culture-là du pouvoir et aimeraient en changer. Et beaucoup d'entre eux se sentent aussi stigmatisés parce qu'ils ne sont pas bons à se comporter comme ça. Ça ne leur plaît pas, ça les met mal à l'aise. Donc moi, la première chose que je fais, c'est passer beaucoup de temps avec mes collègues pour dédramatiser et montrer l'intérêt d'une alliance femmes-hommes pour changer cette culture politique qui, en réalité, ne convient qu'à quelques ostrogoths avec des petits sentiments d'infériorité qui ont besoin d'emmerder le monde. Je parle très crûment. Et je pense que ça, faire alliance avec les hommes sur l'égalité des droits, le droit à être qui on a le droit à avoir une politique civilisée, ça parle à beaucoup d'hommes et ça leur permet de trouver leur place dans des démarches féministes avec des collègues féminines. Deuxième truc qui marche bien, la répartie. Moi, je suis connue pour mon sens de l'humour, je vous en livre une. Ça va vous faire rire. Le ministre de l'Intérieur, il a voulu se présenter, m'a demandé un jour de devenir sa suppléante. Hein, j'étais députée en titre, vous avez envie de prendre mon mandat. Je lui ai dit, bah, tiens, je vais lui proposer d'être suppléante, parce que les femmes, après tout, c'est des bons profils d'assistantes, hein, tout le monde sait ça. Et donc, bah, j'ai dit dans la presse que je serais ravie qu'il soit mon suppléant. Hein, c'est très drôle. Voilà. En fait, l'humour, il faut s'en servir. Et moi, ce que je fais beaucoup, notamment avec des plus jeunes, c'est que j'aide mes collègues, je partage mes réparties, ou alors on se réunit et en fait, on raconte des histoires qu'on a vécues où on s'est senti sans mots pour répondre, on s'est senti tétanisé. Et on rejoue les scènes et on se partage des bonnes réparties. Et ça aide beaucoup en fait. L'humour et le partage des réparties, parce que moi, c'est souvent un truc que les collègues me disent, c'est oh, « j'ai pas su quoi dire ». Il m'a eu parce que j'étais tétanisée. Ils étaient 15, j'étais toute seule, on me fait une remarque désobligeante sur mon physique en réunion et je n'ai pas su quoi dire. Donc ça, c'est le deuxième point. La répartie, se partager les stratégies là-dessus. Troisième chose, nous, à l'Assemblée nationale, on a créé une association qui s'appelle les Simones, une association mixte femmes-hommes, mais pour l'égalité femmes-hommes. Et ça aide beaucoup. Et quelque chose que j'ai expérimenté au Simone qui marche très bien. C'est que moi, par exemple, quand je suis victime de choses sexistes, j'ai beaucoup de mal à me défendre. Ça me touche trop, ça me bouleverse. Par contre, mes collègues députés, elles savent me défendre. Et donc, ce que l'on fait, c'est qu'on parle les unes pour les autres. Moi, par exemple, j'ai été alertée, le président de l'Assemblée, sur des comportements sexistes à l'endroit d'une de mes collègues. Et j'ai pu résoudre le problème. Et c'était beaucoup plus facile pour moi de me battre pour elle. Et inversement, c'est plus facile pour d'autres collègues de se battre pour moi. Donc ça, c'est aussi une autre bonne stratégie qui marche. Autre chose, après, sur les propositions. Moi, ce que j'ai proposé pour mon parti, par exemple, qui est un nouveau parti, c'est par exemple d'appliquer la loi Copé-Zimmermann, qui fête ses 10 ans, donc les représentations équilibrées des deux sexes, 60-40, dans toutes les instances des partis, qu'elles soient formelles ou informelles. Parce qu'on a un autre souci, c'est que parfois, il y a une parité de façade dans les organigrammes, mais que quand il s'agit de constituer des cercles de décision, par exemple pour des investitures, etc., là, on se remet en mode All Boys Club. Donc là, c'est cette idée que les partis, par exemple, moi, je vais proposer dans le livre que je publie, que tous les partis s'engagent à appliquer la loi Copé-Zimmermann. On l'a exigé des entreprises, appliquons-la
aux partis politiques et aux groupes politiques. Autre chose que j'ai proposé, mais je ne suis pas la seule, c'est qu'il y ait une instance de médiation qui soit créée, indépendante, alors peut-être adossée aux défenseurs des droits, qui puisse être saisie par les militants politiques, par les lanceurs d'alerte et par les élus qui sont victimes de violences, qu'ils soient des femmes ou des hommes, et qu'il puisse y avoir cette instance, justement, en attendant que les partis soient capables d'utiliser réellement leur pouvoir disciplinaire, qui est cette instance de médiation entre l'élu et puis le dépôt de plainte, le procureur, et des choses qui sont très engageantes et qui découragent beaucoup de femmes. Donc, créer cette instance de médiation. Voilà, c'est les quelques petites idées un peu de tout niveau que je partage et qui, j'espère, serviront. Voilà. Merci beaucoup, c'est hyper intéressant. Effectivement, l'instance de médiation, en fait, c'est un peu un des sujets qu'on se posait, nous, en interne, c'est comment on fait, parce que, alors, effectivement, il y a les partis politiques, mais il y a un autre sujet, c'est dans les petites communes, plus petites communes, il n'y a pas forcément de partis, les élus ne sont pas forcément encartés, et donc, du coup, effectivement, on n'a pas forcément cette référence au parti. Alors, entendez-moi bien, hein, dans le parti, il y a déjà suffisamment de travail à faire, mais du coup, je pense qu'effectivement, il faut voir le parti politique et les élus encartés, et effectivement, aussi dans les communes peut-être plus rurales, où il n'y a pas forcément de partis politiques auxquels les élus sont adossés. On a Stéphanie qui nous disait qu'elle pensait à la formation obligatoire des nouveaux élus, effectivement, sur ces sujets-là, parce qu'elle disait qu'en arrivant, elle a été directement adjointe au maire, formée par le maire, et effectivement, malheureusement, on ne lui a pas donné beaucoup d'informations sur les organismes externes. Ça, effectivement, je pense que ça peut être important, à la fois la formation et l'information. Effectivement. Et alors, je rappelle quand même l'excellente plateforme harcèlement, plateforme nationale, qui sait traiter le harcèlement en politique. Hein. Oui. Donc, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Il vous oriente, psy, avocat. Ils font vraiment un travail remarquable. Et on ne le sait pas, mais voilà, ça aussi, il faut le dire. Autant en politique qu'ailleurs, vous dites. Super. Et alors, on a Sylvie Doublet qui a levé la main. Je vais vous donner la parole, Sylvie. Allez-y. Normalement, est-ce que c'est bon? Sylvie, vous avez levé la main. Est-ce que vous êtes toujours là? Il faut que vous activiez votre audio, Sylvie, pour prendre la parole, parce que là, vous êtes en muet actuellement. Alors, en attendant que Sylvie nous revienne. Alors, effectivement, Sophie nous dit que la dimension sanction ne doit pas être la seule solution, mais doit exister. Ça, effectivement, c'est une certitude. Mais effectivement, comme on disait tout à l'heure, il y a une question du coup entre l'action et la sanction. C'est-à-dire à quel moment un élu qui a été reconnu coupable, qui a été, effectivement, comme vous le disiez, une femme qui va porter plainte, c'est énormément de travail, énormément d'énergie morale, physique et tout. Et du coup, effectivement, comment est-ce qu'on passe le cap entre un élu qui a reçu des plaintes, enfin, contre qui on a porté plainte et qui a été reconnu coupable, et un élu dont on le sait, il est effectivement coupable de harcèlement, peut-être d'agression moins violente, entre guillemets. Et du coup, comment on fait, tant qu'il n'est pas sanctionné, tant qu'il n'est pas reconnu coupable, pour le sanctionner? Et ça, parfois, je trouve que c'est vraiment la ligne un peu compliquée. Il y a une remarque que je vois sur le fil qui dit parfois les femmes aussi sont agressives. Ça, c'est vraiment, il y a eu des études des chercheurs sur les entreprises pour essayer de comprendre les facteurs, il y en a plein, mais les facteurs qui expliquaient que les femmes n'étaient pas promues au sommet des entreprises. Et pourquoi il y avait du sexisme en entreprise. Et un des facteurs les plus significatifs, c'était l'impact de la culture d'entreprise, et montrer que quand il y avait une culture, entre guillemets, agressive et masculine au sens de caricature, en réalité, et les hommes et les femmes de pouvoir, parce qu'ils voulaient coller à cette culture qui était prédictive de leur accès aux responsabilités, tous les deux étaient aussi sexistes et discriminants à l'endroit des femmes. Donc, j'en reviens toujours à mon propos pour commenter ce qui est dit, c'est que le combat, c'est cette culture, pardon de dire, de l'agression, de la menace, de l'intimidation. Et comme elle vise toujours ceux qui sont, entre guillemets, identifiés comme dominés, donc les jeunes, les femmes, la société civile aussi, ceux qui n'ont pas 40 ans de politique au compteur, etc., etc.,
Mais à la base, c'est vraiment ça. Et donc, les femmes aussi sont responsables. Parce qu'il y a des pressions conformistes auxquelles on peut comprendre, on est des humains, elles ne résistent pas. Et donc, ce qu'il faut aussi le voir le côté positif, c'est que les alliés sont des deux sexes. Et donc, effectivement, il y a un vrai sujet sur la formation, parce qu'on entend régulièrement bon, il ne sait pas, il ne fait pas exprès. Oh, tu sais, moi, je suis très tactile. Et alors, du coup, effectivement, il y a le sujet de la formation, mais alors c'est ce qu'on se disait un peu en y pensant entre nous. On forme en amont, on forme au milieu, on forme après. Et du coup, est-ce que finalement, c'est important de sensibiliser, c'est important d'en parler, c'est important de répéter, mais est-ce que finalement, c'est pas un peu soft comme sanction ou comme moyen d'action que de former, parce qu'effectivement, on se dit qu'il y a quand même certains hommes qui, au bout d'un certain temps, au bout de 40 ans de politique, savent ce que c'est qu'une remarque sexiste, savent ce que c'est que du harcèlement, enfin, formation ou pas formation, malheureusement, ils continueront de le faire. Ça, c'est l'absence de sanction. C'est l'absence de sanction, tout simplement. C'est l'absence de sanction. Moi, je vous partage une anecdote. Je dis à un de mes collègues à responsabilité à l'Assemblée, je lui évoque le cas d'une collègue qui a eu des propos sexistes, vous voyez, du genre, on appelle tous ses collègues par leur fonction et leur titre, et elles, on les appelle par leur prénom. Ah, voilà. Voilà. Et ben, la réponse, c'est, mais non, mais c'est pas des violences, il n'y a pas eu viol. Oh, bah oui, suis-je bête, il n'y a pas eu viol. Oh, bah alors ça, c'est pas grave. Donc, bon, quand même, il faut expliquer. Et il faut aussi savoir qu'il y a des hommes qui ont besoin d'explications. Moi, je me souviens, en plein début du MeToo, j'avais des collègues qui me disent, Valérie, je ne sais même plus si je peux monter dans l'ascenseur avec toi. Donc, il y a aussi des hommes qui sont sincèrement en demande d'explications très concrètes parce qu'ils sont perdus, ils sentent que les règles changent. Alors, généralement, c'est les hommes bien intentionnés qui demandent des explications, qui ne veulent pas heurter leurs collègues, etc. Mais donc, non, quand même, c'est important, la pédagogie. C'est pas, non, il faut... Mais ce n'est pas forcément les mêmes cibles. C'est-à-dire qu'entre guillemets, les bons élèves, ils ont besoin de cette formation de ce vadémécum. Par contre, les mauvais élèves, on a un problème d'absence de sanction. Ça, c'est clair. Alors, il y a Stéphanie qui nous dit que le statut de l'élu doit être revu en intégralité. Stéphanie, je ne sais pas si vous avez peut-être quelque chose, enfin, si vous souhaitez développer pour nous en dire un peu plus. Allez, je vous donne la parole. Je pense que ce sera assez intéressant de vous entendre. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bonsoir. Super, merci. Oui, merci de me laisser la parole. Je vais dresser mon parcours très rapidement. J'ai été élue donc premier mandat, première expérience politique au municipal chez moi. Et j'ai fait un éclat en me présentant toute seule sur un poste de vice-présidence sur une communauté d'agglo de 110 000 habitants, sur un poste de développement durable, transition énergétique et écologique que j'ai remporté avec le soutien donc, du coup, de mes collègues maires ruraux, majorité masculine, que les choses soient claires chez nous. Je suis premier mandat, donc novice en politique, très jeune, puisque moins de 40 ans, deux enfants en bas âge, profession libérale, indépendante, sous contrat avec une compagnie d'assurance. D'accord? Les difficultés se sont évidemment multipliées. J'étais encore avec mon conjoint, on s'est séparés. J'ai une chance inouïe parce qu'il est extrêmement présent auprès de nos enfants. Cependant, j'ai été obligée de faire un choix. J'avais décidé de rentrer dans ce monde-là, la politique, avec cette notion très idéaliste de me dire que je pouvais peut-être changer quelque chose puisque j'étais issue de la société civile et parce que, en fait, je le faisais avec une réelle conviction. Donc, sur la commune, en effet, c'était les affaires scolaires parce que et le social et la culture, mais c'est parce que j'ai été présidente des parents d'élèves pendant de nombreuses années et qu'on avait déjà commencé à mener des programmes, notamment sur une politique d'inclusion des enfants handicapés en milieu scolaire et périscolaire. Donc, c'était un chouette pour moi de pouvoir avoir ce poste aux affaires scolaires. Sur le poste de VP, donc, comme ça a été fait en chamboulement, comme ça, et que rien n'était prévu, puisque je n'étais pas dans l'équipe du président de l'agglo, mais que le développement durable et la transition énergétique me plaisait. En effet, pas du tout un poste pour une femme. Alors, la notion de développement durable, oui. Alors, transition énergétique, une femme, mon Dieu, elle ne sait pas ce que c'est 1 kilowatt, comment ça va être possible pour pouvoir porter ce genre de projet. Il faut faire ses preuves, mais comme dans le milieu privé, là où j'étais, j'ai travaillé dans des grands groupes internationaux, et en fait, il faut faire preuve toujours de travail et apporter la preuve qu'on sait faire. C'est démotivant, cependant, en milieu politique, parce qu'on a des indemnités.
et où trouver sa place de la femme. Où est la place de la femme dans cette société-là? Je me pose la question réellement aujourd'hui. J'étais obligée d'arrêter mon activité professionnelle. J'ai perdu la moitié de ma rémunération, que les choses soient claires. J'élève les 2 petits schtroumpfs. Mon fils voit ça comme quelque chose de merveilleux parce qu'il a 9 ans et qu'il pense que maman, elle va pouvoir sauver la planète. Mais malheureusement, je ne suis pas sûre d'avoir la force pour pouvoir perdurer. Dans ce mode-là, je pense que je retravaillerai en politique, mais plutôt en sous-marin, en petites mains. Il faut réellement que l'élu... on est entouré d'hommes. En milieu rural, c'est beaucoup des hommes, les maires, et c'est normal parce qu'on est dérangé tous les 4 matins pour tout et rien, pour un cheval qui traverse la route, pour l'incendie, etc., etc. Et il faut avoir des disponibilités. Donc, généralement, c'est plutôt les hommes qui ont plus de disponibilité, plutôt sur des âges très élevés. Et du coup, il faut travailler sur l'élu en tant que tel, parce que sinon, on n'arrivera jamais à renouveler les élus au sens large. Et je pense qu'avant de parler de parité homme-femme, parce que les textes, ils existent, ils sont réglementaires, les départementales, c'est un binôme homme-femme, etc. Je me suis présentée au régional, on était sur de la parité, il n'y a aucun problème par rapport à ça. C'est plus dans la pérennité des membres des commissions. On est une communauté d'agglos, 78 communes, je dois avoir 60% d'élus, 65% d'élus masculins, peut-être 70. Donc du coup, voilà, et c'est un sacerdoce d'être élu d'une collectivité. Donc, il faut lui donner une fonction à cet élu, soit qu'on ait des jours, soit qu'on ait des frais de garde pour nos enfants, enfin, je ne sais pas, quelque chose, mais parce que la femme, elle a besoin de ça. On ne peut pas dire je suis en retard parce que mon petit schtroumpf, il est malade, quoi. Enfin non, on n'a pas le droit de dire ça. Donc on va trouver une autre excuse, clairement, pour éviter de dire voilà, mais c'est réellement ça. Et ça, il faut revoir. Il faut donner un statut à l'élu. Moi, je pense que c'est quelque chose de très important. D'autant plus à la femme, voilà. Oui, donner un statut à l'élu, bon, ça c'est malheureusement sur plein de sujets que c'est une réalité. Je sais qu'il y a des choses qui ont été mises en place, notamment dans la loi engagement et proximité, mais on est encore très 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 loin du compte. Oh non, non, mais c'est pas qu'on est loin du compte, c'est que c'est une honte. Une honte. Moi, d'abord, bravo pour votre témoignage. Moi, je le comprends. Je suis célibataire, maman solo, 2 enfants en bas âge. J'ai abandonné mon métier d'enseignant-chercheur tranquille avec une bonne mutuelle. Je me retrouve avec pas de congé maternité, pas de place en crèche, un travail de nuit. Et tout le monde trouve ça normal. C'est inacceptable. Je bosse 80 heures par semaine. J'ai des pressions sur ma famille. Où est-ce qu'on est? C'est inacceptable. Moi, je ne demande qu'une chose, c'est la fin du statut de l'élu. C'est même pas un statut de l'élu, c'est que je veux que ça s'arrête. Je veux qu'on soit des gens de droit commun, protégés, avec les mêmes problématiques sur l'équilibre des temps de vie, sur la médecine du travail, sur la protection de la grossesse, parce qu'aujourd'hui, on a rajeuni la politique, mais on ne fait rien sur la grossesse. C'est hallucinant. C'est pas acceptable. Et aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas changer le statut de l'élu, il y a des raisons sexistes à ce refus, clairement. Clairement parce que ces façons exorbitantes de fonctionner leur permettent d'empêcher les femmes d'accéder. C'est un des moyens, pardon de le dire, c'est un des moyens de fausser la concurrence, que j'évoquais au début. Ah. Effectivement, reconnaître un statut de l'élu qui pourrait être équivalent à celui du salarié, quoi. Le plus proche possible. Et c'est aussi ce que demandent nos concitoyens. Ils nous croient privilégiés parce qu'on a un statut différent. Ouais. En réalité, on n'est pas tant que ça. Et donc, ce serait double bénéfice. Nous protéger et aussi nous normaliser. Et je pense que c'est aussi un bon signal. Je crois que c'est vraiment important aussi par rapport à la défiance qu'il y a vis-à-vis des élus. Ouais. Merci beaucoup. J'ai Elisabeth qui a parlé d'un sujet de référente, comme il pouvait y avoir une référente en handicap, diversité, ce genre de sujet. Effectivement, il pourrait y avoir une référente au niveau de la collectivité. Alors, attendez, j'essaie de reprendre les questions, mais à peu près au rythme qu'elles arrivent. Donner un statut, effectivement, accessible aux femmes et aux hommes. Les sportifs de haut niveau ne sont pas protégés, mais je pense qu'on est un peu dans le même sujet. Gisèle qui propose de publier
à l'instar de l'index égalité, le baromètre de l'égalité sexisme, mixité, violence. Alors effectivement, ça, c'est des choses, c'est intéressant et c'est très important. La difficulté, c'est que comme c'est piloté par le maire en général ou validé ou encadré, malheureusement, on n'a pas toujours les vrais chiffres. Donc c'est toujours un peu un souci, sachant qu'effectivement, malheureusement, le sexisme est parfois une question de ressenti, enfin considéré comme un ressenti et pas comme un fait. Parfois, c'est un peu difficile de le concrétiser des chiffres. Proposition sur la prise de parole, le tricot coloré en conseil. Effectivement, il y a un vrai sujet sur la prise de parole en conseil. Vert pour les hommes, jaune pour les femmes, et on compare les tricots d'un conseil à l'autre. Il y a Fabienne Elbig, une de nos ambassadrices de Gironde, je ne sais pas si elle est avec nous, qui a effectivement dans son conseil métropolitain à Bordeaux, qui a calculé, alors je pense que c'était un travail extrêmement fastidieux, qui a calculé minute par minute le temps qu'avaient parlé les hommes et qu'avaient parlé les femmes, et je crois qu'elle le signale plus ou moins à chaque conseil, donc ça effectivement c'est un sujet intéressant. En conseil municipal, départemental, régional, calculer exactement les temps de parole des hommes comme des femmes pour faire prendre conscience à chacun qu'ils parlent trop ou à l'inverse pas assez ou qu'ils n'écoutent pas assez les autres. Rédigeons un livre blanc. Effectivement, c'était à peu près l'idée. La formation sur la prise de parole, évidemment. Alors forcément, vous allez dire qu'on prêche pour notre paroisse, mais évidemment, prise de parole en public ou comment avoir de la répartie, code du pouvoir. Enfin, ça, c'est des choses qu'on essaye de faire pour vous aider à vous sentir plus à l'aise dans le cadre de vos fonctions. Oui, alors il y a un autre truc aussi, moi, que je fais tout le temps, qui marche super bien, c'est je passe mon temps à faire la promo des copines. Non, mais tout le temps, mais d'une façon, oui, vous savez, les hommes n'ont aucune pudeur pour se féliciter. Et alors moi, maintenant, j'en fais des tonnes. Là, j'ai ma collègue Yael Braun-Pivet qui a été élue députée de l'année, j'en fais des tonnes. Et en fait, ça marche. Les gens se disent, waouh, waouh. Et donc, on se coordonne, on est 10 à le faire, et bam, bam, bam. Parce que les hommes ne se posent aucune question là-dessus. Ils sont là, bras dessus, bras dessous, il est génial, yeah. Et alors, nous, on ne le fait pas assez, alors que ça prend 2 minutes de faire un petit tweet, un petit post sur « Je félicite ma collègue pour telle et telle », bien objectivée. Pourquoi elle est fascinante, pourquoi elle est parfaite, pourquoi elle est géniale, quelles sont ses compétences, le faire à 10, et t'es matraqué. Pardon, hein, c'est basique, mais sincèrement, moi, j'ai vu que fait pour nous, les députés, ça a son petit effet. Effectivement, ça, je crois que c'est une stratégie qui a été mise en place. En tout cas, c'est comme ça qu'on a entendu parler par le cabinet de Barack Obama, où en fait, les femmes, elles rebondissaient les unes sur les autres pour garder la parole tout au long de leurs interventions. Et alors, je crois qu'elles ont fini par se faire remarquer. Et effectivement, ça a envoyé un signal que les femmes sont obligées de s'organiser si elles veulent garder la parole, alors que malheureusement, chez les hommes, c'est automatique. Du coup, on va peut-être vous présenter nos propositions. Un peu plus concrètement pour que vous nous disiez ce que vous en pensez. Donc, alors, comme je vous le disais, on est beaucoup sur la formation. Alors, si vous avez des idées qui sont plus, je ne sais pas, coercitives, entre guillemets, n'hésitez pas à nous les signaler. Donc, dans l'axe prévention, effectivement, l'objectif, c'était d'utiliser la formation comme moyen d'informer à la fois les hommes et les femmes en politique sur le sexisme en politique. Qu'est-ce que c'est que le sexisme en politique? Qu'est-ce qu'on fait quand on est victime ou témoin de sexisme? Et les outils juridiques à disposition, parce que je pense que malheureusement, en fait, même s'il y a des outils, personne n'est en courant, en fait. Je pense que, alors malheureusement, les outils ne sont pas forcément très efficaces. Ça, c'est un vrai sujet. Et de toute façon, en fait, personne n'est au courant de l'existence de ces outils ni de comment ils fonctionnent. Donc, effectivement, déjà commencer par rédiger un livre blanc peut-être, ou enfin un document légal qui devrait être donc distribué et passé à tous les nouveaux élus, en parallèle d'une formation, effectivement, passer de l'information. Effectivement, en fin de conseil, j'essaie de passer les questions en même temps. Mettre en place des mesures pour lutter concrètement contre le sexisme. Donc, une fois qu'on a informer et former tout le monde, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ce qu'on s'était dit, c'était mettre en place une cellule d'écoute nationale contre les violences sexistes. Effectivement, ça rejoint un peu ce que vous disiez sur l'instance qui va être indépendante et autonome et qui peut, pourquoi pas, dépendre du médiateur de
avec voilà, essayer d'avoir une instance nationale, mais on sait que c'est parfois très compliqué de piloter tout au niveau national, avec des référents, pourquoi pas au niveau de la région, au niveau des DRDFE par exemple, et au niveau départemental dans les associations des maires de France, qui sont quand même des contacts très privilégiés, on le sait, des élus. Comme ça pourrait permettre voilà, de faire remonter les informations en permanence, à la fois au département, à la fois à la région, à la fois au niveau national, pour que ce soit pris en compte. Définir l'obligation de diffuser régulièrement l'information des dispositifs existants. Donc, en parler en début de mandat, mais pourquoi pas, effectivement, une fois par an, en reparler, que ce soit un rite, que pour que, effectivement, mine de rien, le maire soit obligé, dans son ordre du jour de son conseil municipal, de parler du sexisme en politique. Peut-être qu'à un moment, ça le fera réagir lui-même. Et effectivement, une fois que des signalements ont été émis, que ce soit donc à l'Association des maires de France au niveau régional, que l'élu suive, que l'élu qui a été signalé, alors est-ce que c'est une fois, est-ce que c'est 3 fois, est-ce que c'est 8 fois, soit obligé de suivre une formation sur le sexisme, comme ça peut être le cas pour le permis de conduire, ou comme ça peut être le cas dans le cas des violences faites aux femmes. Après, il y a un truc radical, hein. Il faut obliger les élus, les exécutifs à publier tous les ans le nombre de signalements. Oui. Anonyme, mais le volume. Parce que le maire n'a aucun intérêt à signaler à rendre public 80 signalements de propos sexistes, qui peuvent par ailleurs être confirmés par la vidéo. Donc ça déjà, c'est un petit truc qui est bien... voilà, c'est un peu la politique du chiffre, mais bon, des fois, ça a des vertus. Hein. Oui, c'est clair. Parce que le problème, c'est que quand vous faites savoir à votre élu que vous avez été victime de tel ou tel comportement sexiste, il ne fait rien. Ou alors, il vous renvoie vers la personne qui est l'auteur des faits. Enfin, je l'ai souvent de mes collègues. Mettez-vous d'accord. Oui, super, on va se mettre d'accord. Mais d'accord sur quoi, d'ailleurs? On va trouver une voie moyenne, une voie sexiste moyenne, je ne sais pas. On va dire qu'on se pardonne. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc... mais obligé à publier signaler, les chiffres. Effectivement. Tout le monde n'a pas la... Parce que ça obligera le maire, par exemple, à tenir son conseil municipal d'une façon différente. Moi, par exemple, j'étais prof avant. On a été sensibilisés, on a dit attention, vous ne donnez pas la parole correctement aux filles et aux garçons dans la classe. Je peux vous dire qu'une fois que vous savez que vous êtes observé et que ça compte, en tant que prof, vous distribuez la parole d'une autre façon. Hein. Ouais. Alors, je vais donner la parole à Romain Mida, c'est un homme, mais c'est le collaborateur de Laurence Rossignol qui lève la main depuis tout à l'heure. Du coup, je vais vous donner la parole. Est-ce que vous êtes toujours là, monsieur Mida? N'hésitez pas à prendre la parole. Normalement, je vous l'ai donné. En attendant, effectivement, on a des sujets. Rendre visible est un bon moyen. Il faut surtout communiquer sur comment et à qui signaler des propos ou comportements sexistes. Effectivement, on est toujours dans l'information maximum, c'est-à-dire que toutes les femmes élues, tous les hommes élus, qui par ailleurs peuvent être témoins de situations, puissent également signaler des propos ou comportements sexistes. On a signalé à l'AMF, à la préfecture, mais pour l'instant, on se bat encore. Effectivement, malheureusement, c'est un sujet. Extra, cette députée. Merci, Madame Ledi. J'aime bien cette idée, je vais voir cela. Je suis membre d'un conseil d'administration des maires ruraux des Vosges. Effectivement, je pense que ça pourrait être très intéressant. Et effectivement, on était donc sur la sanction, l'inéligibilité des hommes condamnés pour violence. Alors, ça évite la difficulté étant, comme je vous le disais tout à l'heure, que ça veut dire qu'on est obligé d'atteindre la violence et on est obligé d'atteindre la condamnation pour qu'il y ait une sanction. Et voilà, on dirait que c'est la moindre des choses, mais voilà, effectivement, comment on fait pour ces hommes qui ne sont pas violents, sont plus insidieux, sont plus agressifs, mais pas violents, et qui ne sont pas condamnés parce que toutes les femmes n'osent pas, et tout le monde est capable de le comprendre, aller jusqu'au dépôt de plainte, parce que c'est parfois très compliqué, et que même parfois, le dépôt de plainte peut ne pas aboutir. On sait que parfois, les commissaires sont de mèche avec les maires, que les préfets peuvent être parfois un peu copains-copains, et que du coup, tout ça est très compliqué, rendu très compliqué, et volontairement ou pas, j'en sais rien, et que du coup, en fait, tout le processus qui devrait être juridique ne peut pas aboutir. Alors moi, quelque chose que je défends, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis vraiment pour cette cellule de médiation, par exemple, dont on parlait,
elle soit contre les violences en politique. Parce que le sexisme, il peut se faire à l'endroit des femmes et des hommes, par des hommes et des femmes. Hein, par exemple, un homme qui se fait traiter de gonzesse ou de tapette, c'est du sexisme. Enfin voilà, il y a de tout dedans. Hein. Mais démocratiser la lutte contre les violences, toujours chercher à faire reculer cette culture délétère. Et encore une fois, moi, je prône vraiment de publier les chiffres des signalements. C'est vraiment une alternative pour que les maires ils regardent différemment la gestion de leurs conseils. C'est vrai. Stéphanie Pelletier nous dit que la sanction, c'est surtout que soit rendu public l'appréciation du niveau de sexisme dans la commune. Exactement. Effectivement, c'est exactement ça que il y a malheureusement un baromètre de la ville il faut. plus souvent sexiste. Il faut vraiment une volonté politique, ça, c'est sûr. Peut-on parler aussi d'inéligibilité pour les femmes qui font preuve de sexisme ? Malheureusement, on est toujours dans le même sujet. Une femme qui va être condamnée pour violence sexiste ou autre pourra être inéligible. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour, en attendant d'atteindre le stade de la violence, comment fait-on pour condamner un homme qui, enfin, pas condamner, punir un homme qui n'a pas été condamné, dont on sait qu'il a des agissements? Il faut faciliter peut-être la condamnation, faciliter la sanction, qui n'est pas la solution à tout, c'est une certitude. Mais voilà, enfin, en tout cas, sur les axes actions et sanctions, on est preneurs de vos idées et de vos propositions, parce qu'effectivement, on sent qu'il y a un sujet entre le cas de la violence actée et condamnée qui peut être donc puni par l'inéligibilité, et ça c'est assez simple à trouver, et le quotidien des hommes qui vont couper la parole à tour de bras, toucher la cuisse de la voisine, voilà, avoir des réflexions sexistes en permanence, et à qui il n'arrivera jamais rien, parce que malheureusement il y a assez peu de preuves, il y a assez peu de concret, et souvent c'est pas considéré comme étant assez grave pour aller plus loin. Il y a Sarah Persil qui nous dit « Certains partis ont déjà pris une charte de fonctionnement interne qui précise qu'on arrête de donner des parrainages ou des investitures aux hommes qui sont sous le coup d'une plainte. Même s'il faut porter plainte, cela permet d'en écarter déjà beaucoup. » Effectivement, c'était un des sujets du MeToo politique, effectivement, qui souhaitait que tous les hommes qui ont été signalés ou sous le coup d'une plainte ne puissent pas être éligibles. Ça, ce serait aussi la moindre des choses. Ah, on a encore une fois une remarque, pardon. Il faudrait arrêter de dire les maires doivent tenir leurs conseils, il faut que les maires partagent la parole, etc. Il y a aussi des femmes maires. C'est vrai. C'est vrai. 20%. Oui, c'est ça. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres... on pourrait envisager de supprimer l'indemnité pour ceux qui en ont une le temps de l'enquête. Non. Ah. Non, pas d'impact, non. Moi, je crois vraiment que c'est la publicité qui peut avoir un gros effet de levier sur le sexisme ordinaire. Ok, super. Bah, écoutez, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. De toute façon, l'idée, c'est qu'on prenne toutes les... Alors, il y a Josiane Epo, donc monsieur... Pardon, je m'excuse, je vais devoir me sauver. Et voilà, je vais juste te souhaiter bon courage à toutes et à tous. Il faut continuer, ça prend du temps. Aujourd'hui, j'ai posé une question au gouvernement sur les violences obstétricales et gynécologiques. Sachez que dans les salles d'accouchement et les cabinets de gynéco aussi, c'est un peu la guerre. Donc, il y a encore beaucoup de travail. Et aussi parce que c'est un lieu de pouvoir et de domination. Et vraiment, je le redis, moi, mon message, c'est qu'on doit vraiment éradiquer cette culture qui abîme les femmes, qui abîme la politique et qui abîme aussi beaucoup d'hommes, il faut le dire. Voilà. Je voulais juste terminer là-dessus. Et un grand merci et plein de courage à chacune. Merci beaucoup de votre intervention et de votre présence ce soir. Alors, si ça vous va, on va se donner peut-être jusqu'à 19h30 maximum pour que vous puissiez toutes profiter de votre soirée. A toujours Romain Vida qui n'arrête pas de lever la main depuis tout à l'heure. Je lui ai donné la parole, malheureusement, je pense qu'il n'est peut-être pas là. Je vais donner la parole à Josiane Epo qui a levé la main aussi. Josiane, si vous nous entendez, vous pouvez y aller. Alors, est-ce que vous m'entendez? On vous entend. Bonsoir. Oui, moi, j'ai posé une question, en fait, qui était de demander quels sont vraiment les signes qui font que il y a des comportements sexistes, parce que, en dehors du fait, oui, je peux m'en rendre compte si jamais il y a un homme qui coupe sans cesse la parole aux femmes ou à une femme en particulier,
Mais il me semble qu'il y a d'autres signes qui m'empêchent d'être assez vigilante. Alors moi, je suis déléguée aux droits des femmes, égalité femmes-hommes, donc je suis extrêmement concernée. J'ai appris récemment qu'une femme, dans nos réunions, avait l'impression de vivre ce type de sexisme et je m'en étais pas rendu compte. Donc, je pense qu'effectivement, c'est très pernicieux, peut-être assez subtil parfois. Alors, est-ce que c'est moi qui suis... Les phrases qui sont dites ou ne me gênent pas, peut-être. Peut-être que j'ai un taux de tolérance plus important. Moi, je ne ressens pas ce comportement du tout vis-à-vis de moi. Mais est-ce qu'il y a, en dehors du fait de couper la parole aux femmes, ou d'entendre des gestes, est-ce qu'il y a d'autres signes qui pourraient me permettre de rester vigilante pour mes collègues? Peut-être mieux connaître la définition du sexisme, quoi, qu'on pourrait préciser un peu les différentes possibilités. Bah, comme on le disait, effectivement, il y a les interruptions de parole, il y a la manière de parler, les comportements qui peuvent être dits comme paternalistes. On a vu ma petite cocotte dans les conseils municipaux, là, c'est ressorti pas mal sur les réseaux sociaux. Il y a mettre la main sur la cuisse. Alors, effectivement, bah, quand c'est derrière la table sur le conseil municipal, ça ne se voit pas forcément. Il y a viens à côté de moi sur la photo, toi, t'es mignonne. Enfin, voilà, c'est des choses qui peuvent être effectivement de l'extérieur, pas forcément identifiées comme du sexisme, mais qui peuvent être vécues de manière un peu difficile par les femmes élues parce que c'est pas un comportement normal et c'est pas forcément un comportement qu'on aurait avec un homme. Donc, moi, c'est un peu les sujets, par exemple, les sujets qui peuvent être éventuellement vécus. Après, j'imagine qu'il faudrait peut-être donner une définition du sexisme qui puisse être englober un peu tous ces sujets-là. Je vais passer Alors, du coup, j'ai Monsieur Mida qui est le collaborateur de Madame Rossignol qui a envoyé une question dans la... Enfin, c'est pas une question, du coup, je pense que c'est des propositions. Petit 1, définir un vrai cadre strict d'interdiction. Petit 2, afficher l'engagement de chaque partie à lutter contre le sexisme. Petit 3, sensibiliser les élus à la question du sexisme. Petit 4, impliquer le gouvernement pour créer une plateforme. Et petit 5, faire une évaluation dans chacune des communes. Et voilà. Je pense que c'est Laurence Rossignol qui a écrit, mais je n'en suis pas sûre. Voilà, donc ça, c'est des propositions assez concrètes qui nous ont été transmises par Monsieur Mida. Donc effectivement, il y a cette question qui est évidente de mieux définir le sexisme, de mieux l'identifier, parce qu'effectivement, ce n'est pas forcément vu et vécu par tout le monde de la même manière. Excusez-moi, je me permets juste d'intervenir. Je suis également collaboratrice de Laurence Rossignol. Oui, bonjour. Enchantée, j'écoute avec attention. Laurence m'a demandé de me connecter pour pouvoir suivre la suite des échanges suite à son départ. Alors, c'est pas elle qui a écrit parce que malheureusement, elle n'a pas encore le don d'ubiquité. Et elle est sur un plateau télé, mais elle est très vigilante à travailler avec des collaborateurs et collaboratrices féministes. Donc, c'est le cas de Romain, c'est mon cas. Donc, voilà, juste pour resituer. Génial, merci. Bah, si vous avez des précisions sur ce qu'il a voulu dire, surtout, n'hésitez pas à nous apporter des précisions, c'est très intéressant. Je pense que c'est sur la question notamment de la sanction et du travail de rapport et de reporting des signalements sexistes. C'est extrêmement intéressant et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles Laurence est connue, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'elle a été, disons, victime, mais en tout cas mise en cause en tant que femme par des comportements sexistes, que ce soit de la part de ses collègues ou n'importe qui, elle a toujours été dans la réaction, dans la dénonciation, pour montrer en fait que la tolérance en matière de sexisme, c'est tolérance zéro et qu'il n'y a aucune patience à avoir vis-à-vis de ce type de comportement. Je pense que c'est ce qu'il a voulu dire, mais il m'a pas dit plus. Donc... Ça marche. Non, mais c'est intéressant. C'est vrai qu'il y a des vrais sujets parce qu'on a évoqué beaucoup de choses qui étaient possibles dans le travail en commun, dans apprendre à avoir de la répartie, mais c'est des propositions très concrètes pour le quotidien d'une élue. C'est pas forcément des propositions qu'on pourra faire passer, disons, à des candidats à l'élection présidentielle. Et c'est vrai qu'on a quand même entendu certaines choses, revoir le statut de l'élu, publier en fin de mandat, effectivement, comme le disait
Madame Petit, enfin pas forcément en fin de mandat, mais effectivement obliger le maire tous les ans à publier le nombre de signalements dans son conseil municipal. Effectivement, il y a beaucoup de choses. Sensibiliser les élus à la question du sexisme, ça effectivement, c'est un sujet, voir comment ça se formalise. Est-ce que c'est par une formation obligatoire? Est-ce que c'est par une obligation de communication à travers les instances de la collectivité? La création d'une plateforme, comme dit Monsieur Mida, faire une évaluation dans toutes les communes. Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de choses. En tout cas, merci beaucoup. On est en train de prendre, on va noter tout ce que vous nous avez dit dans le chat. Alors, je vais rebondir sur le message de Sophie. C'est dur de ne pas se décourager, même juste en tant qu'élu local. Effectivement, on comprend. Et c'est aussi pour ça qu'on organise ce genre de webinaire. C'est pour essayer de vous accompagner autant que possible, de réfléchir avec vous, parce que Laurence Rossignol et Valérie Petit ont sûrement énormément d'idées, mais elles ne sont plus élues locales dans des petites communes parfois rurales. Et du coup, c'est vos retours qui sont les plus importants aussi pour nous aider à faire passer des choses qui vous aideraient dans votre quotidien d'élu. Donc voilà, merci à toutes. N'hésitez pas à continuer à envoyer des choses dans le chat. Et puis si vous avez des idées qui vous viennent après, n'hésitez pas à nous les faire passer. L'objectif, c'est derrière qu'on rédige des propositions précises qu'on fera passer aux candidats à l'occasion du 8 mars. Donc si dans les jours à venir, n'hésitez pas, vous avez des idées, on est preneur. Et effectivement, comme dit Josiane, ne démissionnez surtout pas. Je ne sais même pas pourquoi c'est un sujet. Et j'en profite aussi, Clémence, pour dire que ces propositions, on vous les enverra aussi, bien entendu. Bien sûr. On vous les enverra pour que vous puissiez les avoir, les partager, les diffuser et les modifier ou les corriger. Mais en tout cas, c'est important qu'effectivement, comme le disait très bien Clémence, on fasse ça tout ensemble, qu'on se le partage et qu'on le diffuse un maximum pour essayer de faire changer les choses toutes ensemble. Tout à fait. Merci beaucoup à toutes de votre présence. Je vois le temps qui file, il est 19h30. Je voudrais vous remercier à tous. Je vais te laisser conclure, Clémence. On a encore des questions et des... Beaucoup de remerciements pour l'instant. Ouais, merci à vous d'y avoir participé. Et on vous tient informé. Je te laisse conclure, Clémence. Non, mais je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Merci à Valérie Petit, merci à Laurence Rossignol. On sait que leurs agendas sont très chargés en ce moment en particulier et c'était important d'avoir leur point de vue et leur retour. Merci à vous pour vos propositions, pour vos témoignages. Ça a été un peu moins interactif que ce qu'on souhaitait, mais malheureusement, vous étiez nombreuses et je pense que vous avez beaucoup de choses à dire. Si on vous donnait à toute la parole, on y passerait la nuit, malheureusement. Et donc, du coup, merci à vous pour vos propositions. On revient vers vous très vite avec tout ça. Sophie, nous étions, je crois, au maximum 115 personnes, ce qui est très, très chouette. Merci à toutes et très bonne soirée. Oui, on vous enverra bien sûr le PowerPoint. On vous enverra le PowerPoint, les chiffres et toutes les informations par la suite. Merci à toutes. Au revoir. Au revoir, merci à toutes. Merci beaucoup, au revoir. Merci Iseline encore.